Il n'y a pas longtemps, j'ai lu un livre. C'était le livre noir de la gauche française de Xavier Moreau. Un livre qui, en 10 chapitres, règle son compte au gauchisme et que je vais vous synthétiser sous la forme d'un top 10. Alors, avant de commencer, il faut bien comprendre que pour Xavier Moreau, depuis la Révolution française, la politique a toujours été de gauche et n'a d'ailleurs jamais cessé de glisser pour être toujours de plus en plus à gauche. En fait, selon lui, la droite n'existe même pas réellement. Et dans ce livre, il va étendre la notion de gauchisme issue de mai 68 et tenter d'analyser toute l'histoire de la gauche bourgeoise de 1789 à nos jours à travers ce prisme du gauchisme. Alors avant de se lancer dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous pouvez mettre un pouce, vous abonner si ce n'est pas déjà fait et me soutenir sur Tipeee si vous aimez mon travail. Pour Xavier Moreau, la gauche est un totalitarisme qui, dès son accès au pouvoir, s'est mise à exercer une emprise totale sur la société, notamment en faisant un usage massif de la violence. La gauche a toujours agi comme si elle avait été envoyée par une force supérieure qui l'autorise à toutes les exactions. Parce qu'au fond, la Révolution française n'a pas simplement aboli le catholicisme, elle l'a remplacé par une nouvelle religion, la laïcité. Selon Xavier Moreau, cette certitude qu'a la gauche d'être l'élu aurait d'ailleurs été puisée dans la réforme protestante, notamment parce que dans le monde protestant, le fait de croire qu'on a été choisi par Dieu a d'abord conduit au puritanisme, donc à une grande rigueur morale, mais comme les protestants pensent qu'ils sont prédestinés à être sauvés ou non, agir en bien ou en mal, finalement, ça ne fait pas une grande différence. Et les sociétés issues du protestantisme ont fini par adopter des mœurs beaucoup plus libérées. Et cette gauche, qui se voit comme un messie, ne veut plus aucune limite. D'où l'importance de la table rase dans les totalitarismes de gauche, qui cherchent à créer un homme nouveau, qui à terme pourrait être libéré de tout. Patrie, famille, identité sexuelle, etc. Voltaire, c'est la principale mascotte de la gauche. Or, celui qui est considéré comme le père de la tolérance était à la fois antisémite, misogyne, trafiquant d'esclaves et surtout raciste. Ça fait beaucoup là, non? Dans sa 7e lettre d'Amabed, il dit ceci. C'est une grande question, si les Noirs sont descendus du singe ou si les singes sont descendus d'eux. Et je continue pas la citation parce que sinon la chaîne va sauter. Bref, il était raciste dans le sens originel du terme, c'est-à-dire qu'il proposait une hiérarchisation des races. Et il avait aussi un grand mépris pour le peuple français. Bref, le parfait représentant de la gauche à qui on prête d'ailleurs cette célèbre phrase « Je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai pour que vous ayez le droit de le dire », alors qu'il ne l'a jamais dite. Bref, la gauche tente de faire croire qu'elle défend la liberté d'expression alors qu'elle ne fait que la restreindre, notamment avec, plus proche de nous, les lois Pleven, Guesso ou Taubira. En fait, Voltaire est surtout adulé par la gauche pour sa haine du catholicisme qui perdure encore aujourd'hui et pour rien d'autre. Dans l'imaginaire collectif imposé par la gauche à travers l'éducation nationale notamment, la révolte, c'est de gauche et la répression, c'est de droite. Pourtant, c'est bien la gauche bourgeoise qui a le plus réprimé le peuple français, et ce dès le début avec la Révolution. D'ailleurs qualifiée de coup d'État bourgeois par Karl Marx. Il faut savoir que la Première République a été imposée par 10% de la population, au détriment du peuple et au prix de la guerre civile. Que ce soit la terreur de 1792 ou les bolcheviks en 1917, le principal outil de la gauche pour faire passer ses idées, c'est la violence, qui est d'ailleurs permise par la déshumanisation de ses opposants. Car pour créer un homme nouveau, il faut bien détruire l'ancien. Et si la gauche a toujours eu besoin des masses ouvrières pour accéder au pouvoir, dès qu'elle atteint son but, elle les trahit systématiquement. Comme Georges Clemenceau par exemple, qui à peine élu en 1906, envoie l'armée réprimer les ouvriers en grève à Courrières. Il recommencera un an plus tard avec les vignerons du Languedoc. En 1937, la gauche fera même tirer sur des vétérans de la Première Guerre mondiale. Bref, les exemples sont trop nombreux pour tous être énumérés ici. D'ailleurs, pour Xavier Moreau, la répression des Gilets jaunes s'inscrit dans une longue tradition gauchiste de répression populaire. Le féminisme, comme toutes les idéologies déconstructrices, est une idéologie de gauche, bien que la France soit une nation où la femme a toujours trouvé sa place, ne serait-ce que symboliquement.
L'acte même de la naissance de la France, le baptême de Clovis, en 498, est dû à la volonté de son épouse Sainte Clotilde. On peut aussi citer Jeanne d'Arc, évidemment, symbole de la France s'il en est. Mais hormis les symboles, un des arguments préférés des féministes, c'est celui qui consiste à dire que les femmes ont eu le droit de vote très tard, en 1944 sous De Gaulle. Alors que sous l'Ancien Régime, les femmes votaient déjà en tant que chefs de famille, quand elles étaient veuves par exemple, dans les structures professionnelles. Et si la France a été une des dernières démocraties à autoriser le vote des femmes, c'est parce que la gauche a retardé ce changement par haine du catholicisme, parce qu'elle avait peur que les femmes votent comme le curé, alors que le pape Benoît XV avait demandé dès 1919 à donner le droit de vote aux femmes. Bref, ce n'est pas le patriarcat qui a empêché les femmes de voter, mais bien la gauche elle-même. La collaboration, c'est vraiment quelque chose qui revient très souvent dans la bouche des gauchistes pour décrédibiliser ses opposants. En gros, pour la gauche, droite égale collabo, gauche égale résistant. Mais la vérité est tout autre, la gauche française ayant massivement collaboré et les nationalistes massivement résisté. Mais ici, Xavier Moreau ne tape pas que sur la gauche. Je cite, dans sa réécriture de l'histoire de la collaboration, la gauche a été aidée par l'extrême droite française, la plus bête du monde. Par romantisme et anticommunisme, cette extrême droite assuma une trahison qui n'était pas la sienne, comme elle assuma pour les mêmes raisons une conquête coloniale pourtant mise en œuvre par ses ennemis politiques. En fait, pendant tout le premier tiers de la Seconde Guerre mondiale, le Parti communiste fut l'allié des nazis. Selon Jean-Marie Soutou, les communistes ont non seulement été les premiers collaborationnistes, mais jusqu'en 1941, ils ont aussi saboté la résistance et empêché la classe ouvrière de prendre position contre l'ennemi. À partir de 1941, cependant, les communistes participeront activement à la résistance. Mais la collaboration est surtout le fait des élites de gauche du Parti radical, parce que la Troisième République était dirigée exclusivement par ce parti, et la gauche a collaboré autant par opportunisme que parce qu'elle ne croyait plus en la France. D'ailleurs, c'est René Bousquet, un homme de gauche, qui a organisé la rafle du Veldiv. Mais ce qu'il y a de pire dans tout ça, c'est que non seulement la gauche nie sa responsabilité historique, mais qu'en plus elle utilise cette tragédie de l'histoire française pour humilier et détruire le peuple français. Comme si les 5 ans qu'avait duré la Seconde Guerre mondiale devaient effacer les 1500 ans de l'histoire de France. Dans la mythologie républicaine, l'école mise en place par la gauche aurait transformé un peuple ignorant en un peuple savant. En vérité, dès le XVIIe siècle, la monarchie incitait déjà fortement au développement des écoles, et la révolution de 1789 entraînera un effondrement de l'instruction en France. Parce que le but premier de l'école républicaine, c'est surtout d'imposer la religion de la laïcité et non d'instruire. Et de nos jours, le but de l'école, c'est simplement de faire des élèves des illettrés antiracistes qui savent à peine lire et compter, mais qui seront les défenseurs de l'idéologie gauchiste. L'éducation nationale est avant tout un conditionnement de la jeunesse. Car après tout, pour citer Danton, les enfants appartiennent à la République avant d'appartenir à leurs parents. Le pacifisme, grande valeur de gauche, a coûté très cher à la France et au peuple français. Des millions de morts et la plus grande humiliation de notre histoire. La gauche, pendant toute son existence, a précipité la France dans des guerres où elle n'avait rien à faire ni à gagner. Et dès 1972, elle déclare la guerre aux rois de Bohême et de Hongrie. Plus tard, la gauche va phagocyter l'armée en nommant des officiers pour leurs opinions politiques et non pour leurs compétences. En 1914, 150 devront être limogés à cause de leur incompétence justement. Parce que si la gauche aime faire la guerre, en revanche, elle ne sait pas la faire. En fait, pour citer Moreau, elle est plus douée pour la guerre civile que pour lutter contre les envahisseurs. La gauche a par exemple envoyé, le 22 août 1914, 27 000 soldats français à la mort, rien qu'en une seule journée. Mais surtout, c'est le pacifisme de la gauche qui a mené à la Seconde Guerre mondiale. Car au lendemain de la première, il était évident que l'Allemagne ne cherchait qu'une seule chose, prendre sa revanche. Le maréchal Pétain voulait d'ailleurs attaquer dès 1918 et c'est bien la gauche qui s'y est opposée. Et c'est encore la gauche qui, en 1936, s'est employée à désarmer la France. Sans ça, la défaite de 1940 aurait pu être évitée. Et plus proche de nous, François Mitterrand, archétype de l'homme de gauche belliqueux s'il en est l'initiateur des guerres du Golfe, de Yougoslavie et surtout d'Algérie. Une victoire qui coûtera à la France 25 600 morts, 65 000 blessés et qui a profondément divisé le pays. C'est finalement De Gaulle qui donnera son indépendance à l'Algérie, cet énorme boulet qui représentait 20% des dépenses
dépenses de l'État en 1959. La gauche française a ensuite alimenté la guerre civile en Irak et en Yougoslavie. Mitterrand osera pourtant déclarer en 1995 « Le nationalisme, c'est la guerre ». Bref, l'ensemble du bilan militaire de la gauche est catastrophique. Elle a nui aux intérêts de la France, semé la mort dans des pays qui ne nous avaient rien fait. Bref, le socialisme, c'est la guerre. Selon Moreau, et on ne peut que difficilement lui donner tort, la colonisation a été la plus grande faute de la France en 1500 ans d'histoire. En plus d'avoir été une ruine pour le pays et de l'avoir empêché de se préparer aux guerres du XXe siècle, elle a aussi eu comme conséquence directe l'immigration de masse, c'est-à-dire l'imposition d'un prolétariat africain mis en concurrence avec les Français. Sous l'Ancien Régime, les rois cherchaient surtout à consolider les frontières. Là où la gauche, elle, a eu la folie des grandeurs en voulant imposer son idéologie universaliste au monde entier. Et si les rois ont bien fait la guerre à Alger, c'était pour mettre fin au règne des esclavagistes des pirates berbères et pour libérer des esclaves chrétiens. Ce qui a d'ailleurs fonctionné puisque la régence d'Alger a fini par mettre fin à ces actes de piraterie. Mais en 1880, la gauche radicale est la seule à vouloir lancer son projet impérialiste. Les socialistes veulent apporter la civilisation aux sauvages pour compenser la perte de l'Alsace-Lorraine. Et Jules Ferry fera de nombreuses promesses aux Français quant à d'éventuels bénéfices économiques. C'est aussi lui qui est à l'origine de la fameuse phrase « Les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures ». Une phrase qui est d'ailleurs, selon l'auteur, moins raciste qu'elle en a l'air. Ma meilleure amie qui est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. Car il ne relève pas de caractère biologique dans le sous-développement de l'Afrique et considère qu'avec de bons outils, l'Afrique pourrait arriver à un niveau de développement similaire à celui de l'Europe. Parce que oui, les horreurs que commet la gauche partent souvent de bonnes intentions et c'est pour ça qu'elle est si dangereuse. Ce qui est intéressant à noter ici, c'est que les nationalistes français se sont toujours opposés à la colonisation, comme Paul Déroulède, qui considérait que cette entreprise détournait les Français de la reprise de l'Alsace et la Lorraine par exemple. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est qu'après avoir encouragé à la colonisation, la gauche a fini par reprendre à son compte l'anticolonialisme qui va vraiment devenir un courant important pendant l'entre-deux-guerres. Et dans les années 60, le nouveau gauchisme d'inspiration marxiste va totalement réinterpréter l'entreprise coloniale en faisant passer à la trappe les intentions universalistes pour préférer une interprétation type maître-esclave. Et c'est avec des penseurs comme Frantz Fanon, Aimé Césaire ou Jean-Paul Sartre que va naître l'idée que le blanc serait éternellement endetté envers l'Afrique pour avoir pillé ses ressources et s'être enrichi sur son dos. Des affirmations délirantes puisque la colonisation a été une ruine pour la France, mais qui sont encore très largement véhiculées aujourd'hui et qui participent tant à la haine de la France de la part de nouveaux arrivants. Parce que l'Algérie c'est un peu comme la France, vu qu'ils nous ont un peu colonisés, donc on va faire pareil. La gauche est aussi caractérisée par cette propension à ne jamais faire correspondre ses paroles et ses actes. La corruption lui est intrinsèque depuis sa création. Les parlementaires girondins prêts à se vendre pour 6 000 livres par mois à la monarchie, le scandale de Panama, l'affaire Stavisky ou plus tard, sous le régime Mitterrand, les extorsions de fonds, faux et usage de faux, l'affaire MNEF et bien sûr Bernard Tapie qui, je cite Moreau, symbolise à lui seul l'état moral de la gauche contemporaine. Sa vulgarité de parvenu embourgeoisé et donneur de leçons préfigure celle des Castaner et Darmanin. Après avoir copieusement rossé Bernard Tapie et son épouse, il leur dit, et là je vais employer les mots qu'il a employés, il leur dit « mais je comprends pas, je vous ai toujours défendu, j'ai pris votre parti ». Et la seule réponse qu'a donnée l'un des agresseurs, il lui a dit « va te faire enculer, ce temps-là est mort ». Et enfin, si toutes les sociétés chrétiennes ont toujours condamné la pédophilie, c'est bien le gauchisme français qui, en 68, va tenter de la légitimer. Et pour analyser ce phénomène, Moreau remonte au XVIIIe siècle, pendant lequel la sexualité transgressive devint pour certains philosophes un acte politique. C'est le cas de Diderot dans une moindre mesure, mais surtout de Sade. Pour Xavier Moreau, le marquis de Sade est, je cite, incontestablement l'ancêtre de la gauche pédophile. Au XXe siècle, il sera d'ailleurs célébré par toute l'intelligentsia de gauche. C'est donc dans les années 60 que va se développer le marxisme culturel qui considère que le patriarcat est un fascisme et la libération des mœurs sexuelles. La gauche française devient alors le moteur de la déconstruction de la famille et de la société. En
En 1977, Le Monde et Libération publient une pétition signée par de nombreux intellectuels de gauche et rédigée par Gabriel Matzneff pour défendre 3 hommes qui comparaissaient pour attentat à la pudeur sur des mineurs. On peut aussi penser à Daniel Cohn-Bendit, icône du gauchisme 68ard, militant pour la pédophilie et qui, malgré ses nombreux aveux, n'a jamais eu affaire à la justice. Vous savez, quand une petite fille de 5 ans et demi, commence à vous déshabiller, oula, c'est fantastique. Ou encore Michel Foucault, qui a massivement abusé d'enfants en Tunisie. Ce que faisait Foucault avec des jeunes enfants en Tunisie, ce sont des choses parfaitement ignobles avec des jeunes enfants. Olivier Duhamel, chantre de l'antiracisme qui aurait carrément violé son frère, ou bien Christian Aignon, arrêté au Cambodge pour pédophilie et qui sera rapatrié par le consul de France malgré les actes qu'il a commis. Et aujourd'hui encore, la pédophilie a de nombreux défenseurs à gauche. Et à force de déplacer la fenêtre d'Overton, il se pourrait bien que ça aussi, ça rentre dans les mœurs. Parce que la gauche finit toujours par remporter ses combats. On n'arrive pas à gérer autrement que par la criminalisation des pédophiles. Et du coup, ils vivent en marge en se disant la société veut pas de moi. Et donc, c'est dur à gérer parce que... Oui, genre des pédophiles qui commettent des actes de pédophilie mais qui sont jamais dans les stats de pédophilie parce qu'en fait ils sont sous les radars. Non mais attends, je précise parce qu'il y a des gens, ils sont trop en mode MDR, glissade, moufette, c'est un vrai sujet.